Dans Check-up ce soir, nous allons parler de dysfonction érectile qui représente un réel problème de santé sexuelle masculine. Alors qu'on pensait que cela concernait seulement les hommes d'âge mûr, de plus en plus les jeunes rencontreraient ce problème qui reste un sujet tabou. Très peu veulent se confier à nos reporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up qui fait la part belle à la santé sexuelle masculine. Nous en parlons dans un instant avec notre expert, mais avant, découvrez le sommaire. Au sommaire de Check-up cette semaine, les troubles érectiles. Il s'agit de ce dysfonctionnement qui affecte la santé sexuelle masculine. Que faire lorsqu'on en souffre? Rose Manteau apporte quelques éléments de réponse dans cette édition. Le docteur Albert Zé, dans sa chronique de la semaine, va parler du financement de la santé au Cameroun. Et au bas de votre magazine de la santé, le point sur l'actualité sanitaire au Cameroun et à l'international sera revu et commenté par le promoteur du journal Éco-Santé, Joseph Bamboum, journaliste scientifique. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. C'est une difficulté qui touche les hommes avec pour conséquence la perturbation de la vie de couple, de nombreux facteurs physiologiques, hormonaux, mais également psychologiques peuvent favoriser la survenue d'un dysfonctionnement érectile. Près de 6 hommes sur 10 ont déjà, au cours de leur vie, fait face à un dysfonctionnement érectile. 1% d'hommes après 40 ans ont déjà eu un problème également de dysfonctionnement érectile. Nous allons revenir sur ces chiffres tout à l'heure avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Rose Manteau, bonsoir. Bonsoir Mireille et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, le dysfonctionnement érectile, nous en parlons ce soir. Les chiffres devraient alarmer aujourd'hui? Oui, un tiers des hommes à partir de 40 ans qui souffriraient des troubles érectiles. Et la moitié des hommes à partir de 50 ans qui souffriraient des problèmes érectiles. Alors, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que vous êtes experte en santé sexuelle. Nous savons que le dysfonctionnement érectile est une incapacité à maintenir une érection satisfaisante pour accomplir un acte sexuel. Alors, pour commencer, Rose Manteau, en votre qualité d'experte en santé sexuelle, quelle est la moyenne de personnes que vous rencontrez par jour, par semaine, qui viennent consulter pour cause de dysfonctionnement érectile? Oui, la moyenne des personnes qui consultent par semaine, ça peut faire 20 personnes par semaine. Et ce sont des gens qui, pour que le patient puisse venir se faire consulter, ils ne consultent pas tout le temps. La moyenne, on a constaté que la moyenne au monde, pour les cas de consultation, par rapport aux troubles érectiles, les patients mettent même 4 ans avant de venir se consulter. Lorsqu'ils ont ces problèmes de troubles érectiles, ils évitent même d'en parler. C'est encore tabou. Oui, on devait prendre en considération ces problèmes de troubles érectiles comme problématiques à partir de 3 mois. Ils ne viennent pas consulter juste parce qu'ils passent le temps à éviter le sujet. Ils nient même, ils minimisent le problème et ils traînent au quartier avec cela. Lorsque vous voyez au quartier des hommes qui fuient pour connaître qu'un homme a les troubles érectiles, ils rentrent tard à la maison, ils partent soit tôt au lit ou tard au lit. Et quand il traîne dehors, la femme doit penser que il a par exemple une maîtresse dehors. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'elle investigue pour voir il a un problème de trouble érectile. Il doit éviter, il évite même d'entretenir les rapports sexuels. Il est stressé, il est irritable, il est angoissé. Et donc, vous rencontrez en moyenne 20 hommes par semaine. Ça veut dire quand même que c'est un chiffre énorme. Si c'est 20 par semaine, en un mois... 20 hommes par semaine, mais la majorité, ce sont les jeunes.
Les jeunes. Ce ne sont pas la tranche d'hommes qu'on attendrait, la tranche d'hommes de 40 ans et plus, 40 à 50 ans ou plus. Ce sont les jeunes de quel âge? Les jeunes à partir de 20 ans qui viennent consulter. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les jeunes soient autant affectés, alors que je l'ai dit quand même à l'entame qu'on sait que lorsqu'on commence à parler de problèmes de dysfonctionnement érectile, on voit les hommes d'âge mûr. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui les jeunes soient de plus en plus affectés? Ces jeunes qui viennent vous voir là, c'est souvent quoi la raison, la cause de ce problème-là, de ce dysfonctionnement-là? Oui, les hommes les plus jeunes qui viennent nous rencontrer pour les problèmes de consultation, de dysfonctionnement érectile, comme je l'ai dit, c'est généralement parce que nous sommes dans un monde où les femmes ont appris, les jeunes femmes ont appris à se découvrir. Et elles pratiquent de plus en plus l'hypersexualisation. Là où les jeunes expérimentent la sexualité, ils obtiennent l'érection, ils parviennent à maintenir l'érection, mais à la fin des rapports sexuels, ils se plaignent du fait qu'ils ne sont pas satisfaits. D'où la raison pour laquelle ils viennent en consultation. Et la pression souvent vient de leurs partenaires. Parce que ces partenaires sont, elles sont plus exigeantes. Elles aimeraient que ces hommes-là fassent plusieurs coups, fassent des coups à la puissance N. Regardons ces quelques images que la réalisation nous propose et vous allez essayer de commenter, d'expliquer un peu ce qu'on entend par dysfonctionnement érectile à partir de ces images-là. Voilà. On peut apercevoir un homme qui est sous le fait des stimulations. On aperçoit la verge, un peu en bas les testicules. On aperçoit l'excitation, le flux sanguin, l'érection est au top. Est-ce qu'il y a des bonnes érections et des mauvaises érections? Oui, il y a les érections molles. Les érections molles. Mais il y a quand même érection, mais elle est molle. Oui, il y a les érections légères, les érections modérées. Mais toutes ces érections-là ont toujours la même finalité. Parce qu'elles sont molles, on peut avoir des difficultés. C'est à l'acte. Oui. Là, c'est les corps caverneux, les corps caverneux, le corps spongieux. Si cette artère était bouchée, il ne pouvait pas avoir l'érection. Ça veut dire qu'il y a une bonne santé sexuelle là-bas. Les corps caverneux sont en bon état de santé et les corps spongieux sont aussi en bon état. Étant donné que nous avons observé que c'est le flux sanguin là qui fait l'érection, quand par exemple les artères ne sont pas bouchées, il faudrait qu'on ne soit pas anémié. Si vous êtes anémié, le sang va sortir où? On ne peut pas avoir une bonne érection. On ne peut pas avoir une bonne érection. Ça veut dire qu'il faut bien s'alimenter. Donc, pour avoir une très bonne érection, il faut bien s'alimenter, il faut être en bonne santé. Oui, il faut éviter la consommation des sucres qui peuvent causer un quelconque diabète. Il faut respecter le régime pour ne pas avoir l'hypertension artérielle. Oui. Il y a aussi des positions sexuelles qu'il ne faudrait pas adapter parce qu'il y a aussi des causes tissulaires. Les positions sexuelles? Oui. Quelles sont les positions sexuelles qu'il ne faudrait pas adapter qui favoriseraient un dysfonctionnement érectile? Oui. Il y a par exemple les positions où la femme est assise sur l'homme. Oui. Ça peut causer la fracture du pénis, la fracture de la verge. J'en ai eu des cas. Ce genre de cas, ça relève de la compétence de l'urologue, référé au urologue qui a eu à faire l'opération. Et par la suite, si c'est mal pris en charge, ça vous donnera un pénis tordu, courbé, qui va favoriser les troubles érectiles et voire même douloureuses. C'est la mauvaise, ça c'est une position à proscrire. Oui, à proscrire. Je vais inviter tous les hommes de ne plus accepter que les femmes montent sur eux. Je sais que ça procure beaucoup de plaisir, mais c'est la mort. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Et ce soir, nous parlons de dysfonctionnement érectile avec une experte en santé sexuelle. Nous allons vous permettre de découvrir les faits marquants de cette semaine en ce qui concerne la santé dans la page Actu. C'est tout de suite.
Pour vous donner toutes ces informations, nous avons au bout de la ligne depuis Yaoundé, Joseph Benboum, qui est le promoteur du journal Éco-Santé. Il est journaliste scientifique. Joseph, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonsoir en particulier aux téléspectateurs de l'émission Check-up. Quels sont les faits qui ont retenu votre attention cette semaine en ce qui concerne l'actualité sanitaire? C'est un plaisir de renouveler, de pouvoir décrypter avec vous l'actualité sanitaire au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Commençons ce soir de ce que nous allons appeler affaire Ateba Dorian au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Un sujet qui nous a interpellé à faire un fact-checking approfondi pour comprendre chronologie des événements et faits établis. 30 octobre 2024, début de l'affaire au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. La jeune Ateba Dorian s'est présentée au CHU affirmant être victime de viols répétés de la part de son oncle maternel qui serait également son tuteur légal. Un examen médical réalisé par un gynécologue de l'hôpital a révélé des cicatrices anciennes, signes de violence passée ainsi qu'une grossesse avancée d'environ 28 semaines. Face à la gravité de la situation, un rapport médical a été transmis au procureur de la République et le ministère des Affaires sociales a été saisi. La victime a désigné son présumé agresseur comme étant un haut gradé de l'armée camerounaise. Conformément aux procédures en vigueur, le CH a alerté les autorités compétentes, notamment le tribunal de grandes instances de Yaoundé et le ministère de la promotion de la famille, qui a lui-même saisi le ministère de la Défense. 10 janvier 2025, Ateba Dorian accouche au sein du CHU. Dans les jours qui ont suivi l'accouchement, la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé a été mandatée par le parquet pour ouvrir une enquête approfondie. La première audition de la victime s'est déroulée le 14 janvier 2025 sous la direction du commandant Zambé Harry, accompagné également d'un de ses éléments. Le 16 janvier 2025, une femme, Chibou Edwige Rennes, s'est présentée au CHU, affirmant être la mère biologique d'Ateba Dorian. La jeune fille fait surprise. Dans la nuit du 16 au 17, la jeune fille a quitté l'hôpital de manière inopinée. Démystification des rumeurs. D'après des rumeurs qui circulent sur la toile et même dans certains médias, Ateba Dorian aurait été porté disparu. La direction du CHU a démenti cette information, affirmant que toutes les procédures ont été respectées. Le bébé en sécurité est pris en charge par les services compétents du ministère des Affaires sociales. Il faut rappeler donc que le CHU a multiplié les démarches pour assurer la protection de la victime, sollicitant donc les interventions d'urgence auprès des autorités judiciaires et administratives. À ce titre, plusieurs correspondances ont été envoyées, notamment au procureur de la République, au MINPROF, dans le but de garantir une issue appropriée de cette affaire. Le CHU réaffirme sa volonté à collaborer pleinement avec les autorités compétentes pour faire la lumière. L'établissement hospitalier appelle également donc à la vigilance face aux spéculations, aux informations erronées circulant sur cette affaire sensible. Nous pouvons donc dire aujourd'hui que Dame Dorian, la jeune Dame Dorian, est effectivement entre les mains de ses parents et que le bébé est pris en charge par les services des affaires sociales et qu'aujourd'hui Dame Dorian ayant à l'accouchement déclaré qu'elle ne voulait pas de ce bébé, le bébé a donc été remis selon la procédure légale au Cameroun, en vigueur au Cameroun, donc au service des affaires sociales, qui a donc pris le bébé. Aujourd'hui revient donc au procureur de la République de pouvoir trancher si oui ou non le bébé doit revenir à la maman qu'il a abandonnée à la naissance. Un autre élément également, c'est qui est le présumé violeur de la jeune Dorian Ateba. Est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce qu'il s'agirait d'un mariage forcé qui aurait mal tourné? Pourquoi on se retrouve avec deux personnes, deux femmes différentes qui se sont présentées comme étant les parents biologiques
de Doriane Ateba. Donc vous l'aurez compris, il n'y a donc pas eu ni de disparition de la jeune Doriane Ateba, encore moins de son bébé, tous deux en sécurité. L'autre fait également que nous pouvons soulever, c'est féliciter effectivement le directeur des hôpitaux généraux de Douala, de Yaoundé, du CHU de Yaoundé, mais également l'hôpital régional de Garoua, l'hôpital général de Garoua et l'hôpital régional de Maroua qui reçoivent donc à titre exceptionnel des distinctions du chef de l'État dans le cadre de l'ordre de la valeur. Mais également l'actualité, toujours au Cameroun, c'est donc l'installation des directeur promu récemment à la tête de certains hôpitaux, à savoir le docteur Daniel Ekwa, qui prend donc les fonctions et les rênes de l'hôpital Jamo de Yaoundé. Vous avez le professeur Ngolo Zogo-Pierre qui prend les rênes de l'hôpital central de Yaoundé, et puis vous avez également donc un nouveau directeur au centre des urgences de Yaoundé. Ainsi va l'actualité sanitaire au Cameroun. Bonne suite des programmes dans le cadre de l'émission Tcheko. Merci Joseph Benboum pour toutes ces informations. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Nous allons poursuivre notre émission avec Rose Manteau. Alors Rose, est-ce que les médicaments pro-érectiles, dont le plus connu est le Viagra, peut avoir un impact sur l'érection? Je conseillerais les hommes de ne pas consommer du Viagra sans l'avis du médecin urologue, andrologue. C'est un médicament qui devrait, en cas de nécessité, être consommé sur prescription médicale. Est-ce que la consommation d'alcool et de tabac peuvent avoir un impact sur la qualité de l'érection? Oui, effectivement, la consommation d'alcool peut entraîner des conséquences sur les troubles, sur l'érection. Et il est bien vrai qu'il faut rappeler que les troubles érectiles constituent un indicateur de la bonne santé. Souvent, les signes de troubles érectiles nous renseigneraient plutôt qu'il y a une maladie sous-jacente. Et le diabète avec l'hypertension font partie des maladies sous-jacentes. Quand un patient parvient à aller se faire consulter pour les troubles érectiles, on constate que 18% des patients souffrant de dysfonctionnement érectile seraient hypertendus. Et à partir de 40 ans, les patients souffrant du diabète seraient des patients qui ont des troubles érectiles. D'accord, donc on comprend qu'il faut s'abstenir de fumer ou de consommer l'alcool en excès, surtout quand on est encore jeune, parce que ça peut avoir un impact sur notre sexualité, sur sur l'érection, peut avoir un impact sur votre érection, chers messieurs. Alors, docteur, est-ce que l'absence d'activité sexuelle peut entraîner une altération de la qualité de l'érection? Parce qu'on entend souvent des personnes dire, on entend souvent des personnes dire, si vous faites 4 ans, 3 ans sans aller avec une femme, le jour que vous allez repartir, ce sera compliqué, vous ne pouvez pas avoir votre érection. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Ou c'est juste des idées reçues? Non, c'est juste des idées. On peut s'abstenir juste par choix. Et ça ne cause pas de problème. Il est bien vrai que l'abstinence peut causer plutôt des conséquences sur le plan psychologique. Des gens qui n'entretiennent pas très les rapports sexuels, qui pratiquent l'abstinence à une longue période, sans la présence d'une maladie quelconque qui les interdit, sont souvent très irrités. L'irritation, oui, très nerveux. C'est valable chez l'homme que chez la femme aussi, c'est ça? C'est pareil. C'est pour ça qu'on parle souvent des femmes frustrées ou des hommes frustrés. C'est une expression. Donc, comme quoi l'activité sexuelle aiderait à un homme ou à une femme à déstresser, à se détendre. Rose Manteau, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des patients qui viennent pour consulter et qui vous disent, madame, depuis un certain temps, quand je suis seule, j'ai une très bonne érection. Mais quand je suis déjà avec une femme, en face d'une femme,
je perds cette érection-là. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnes qui viennent vous dire ça? Oui, bien évidemment. Ça peut être parce que lui, il a une angoisse de performance. Il a peur de l'échec. Si un homme a une angoisse de performance, il ne pourra pas entretenir les rapports sexuels. Qu'est-ce qui peut entraîner une angoisse de performance chez un homme? L'homme peut avoir l'angoisse de performance juste parce que il a des problèmes psychologiques. Il peut avoir des problèmes au travail. Il peut avoir des problèmes financiers. Il peut arriver que cette même femme qui est en sa présence avait des antécédents d'abord avec lui, qui ont des problèmes et que ces problèmes ne sont pas résolus. Je suis souvent surprise qu'après l'échange avec certains de mes patients qui souffrent, de mes patients jeunes qui souffrent des troubles érectiles, à la fin, je me rends compte qu'effectivement, ils ne souffrent pas des troubles érectiles. Je pose la question à savoir, et la réponse qui me revient, c'est que non, je mets seulement 10 minutes, je mets seulement 15 minutes. Et s'il faut se battre, ces 10 minutes ou 15 minutes qu'ils évoquent, c'est le temps de pénétration intravaginale. Ça veut dire ceci, ils sont dans les normes. Mais ils se plaignent. Et ils se plaignent aussi pourquoi? C'est juste parce qu'ils ont la pression que les jeunes, leurs partenaires jeunes les mettent. Et ils veulent calquer leur vie sexuelle sur les films pornographiques. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est de la fiction, ces films pornographiques. Comme tout film, pas seulement ce type de film, il y a beaucoup d'effets spéciaux et bon, les jeunes ne sont pas souvent conscients de cela et pensent que c'est de la réalité, mais c'est de la fiction. Oui. Alors, heureusement, oui, allez-y. Oui. Et sur le deuxième point que je vais ajouter, c'est le problème d'anorgasmie. Ces jeunes hommes se plaignent du fait qu'ils n'atteignent pas l'orgasme. Et quand je demande à savoir pourquoi est-ce qu'ils estiment qu'ils n'atteignent pas l'orgasme, ils me font savoir que c'est parce qu'ils n'ont pas fait plusieurs coups. Or, pourtant, ce n'est pas cela. On peut aller une seule fois, mettre 3 à 5 minutes, mais trouver satisfaction ou encore atteindre l'orgasme. Et lorsqu'ils reçoivent ces conseils, ils mettent en application. À partir de l'instant où on a fait l'entretien, ils sortent avec la bonne information et puis les données changent. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui viennent vous rencontrer ont toujours satisfaction, sont satisfaits. Alors, quelle est la durée souvent du traitement? Il vous arrive quand même d'avoir des patients qui arrivent, qui souffrent véritablement de dysfonctionnement érectile, dont la cause peut être physiologique, psychologique, hormonale, et vous les mettez sur traitement, et ça... En fait, ils suivent un traitement, une thérapie, parce que vous ne mettez pas sur traitement, ils suivent une thérapie et finissent par être totalement, avoir totalement une érection normale. Oui, quand je reçois des patients, et lorsque je me rends compte que la prédominance des cas est psychologique, je programme des séances de psychothérapie sexuelle avec ces patients. Et au bout de quelques séances de thérapie, ils trouvent satisfaction. Et lorsque je me rends compte que la cause est plutôt à prédominance organique, je réfère chez l'urologue, andrologue, qui adoptera une approche plutôt purement médicale. Et lorsque la cause est psychologique, vous faites des séances? Je fais des séances de développement psychosexuel avec l'homme. Et puis, j'invite aussi son épouse à venir ou sa partenaire à venir. Et s'il n'a pas de partenaire? Parce qu'il peut aussi arriver qu'il n'a pas de partenaire. S'il n'a pas de partenaire, alors, il vient consulter pour un problème de trouble érectile. Ça veut dire qu'il a une partenaire avec qui il veut expérimenter. S'il n'a pas de partenaire, je ne pourrais pas avoir de résultats de feedback. Puisque ce n'est pas moi qui irai faire les rapports sexuels avec lui. D'accord. Alors, nous nous acheminons pratiquement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes qui nous regardent en ce moment et qui ont un problème de dysfonctionnement érectile? En tant qu'experte en santé sexuelle, j'inviterai tous les hommes qui traînent encore le pas au quartier à se faire consulter, à se rendre à l'hôpital, soit rencontrer un expert en santé sexuelle comme moi,
ou soit rencontrer un sexologue ou rencontrer un neurologue, andrologue qui peut lui prendre en charge. Merci Rose Banto d'être venue sur le plateau de Check-up. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes experte en santé sexuelle. Merci Mireille de m'avoir invitée. Merci aux téléspectateurs de Canal 2. Merci aux téléspectateurs de Check-up, l'émission Check-up. Et voilà, vous rentrez bien. Je rappelle que vous êtes basé à Douala, votre clinique dans laquelle vous prenez en charge ces hommes-là qui souffrent de ces problèmes de santé sexuelle, de dysfonctionnement érectile notamment, est à Douala. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre ce magazine de la santé en donnant la parole à un économiste de la santé. Il s'agit du docteur Albert Zé qui, ce soir, dans sa chronique, va parler du financement de la santé au Cameroun. Rien ne saurait se faire sans financement. Docteur Albert Zé, on t'écoute. Bonsoir Mireille Flore, bonsoir à tous les téléspectateurs de Check-up et de Canal 2 International. Ce soir, nous abordons l'épineux problème du financement de la santé au Cameroun. Comme vous le savez, rien ne peut se faire dans la santé sans financement. C'est un pan très important dans la question de la prise en charge, mais également de la construction d'un système de santé, vu que tout un objectif, c'est-à-dire le troisième objectif des systèmes de santé, est consacré effectivement à la question du financement, notamment la protection financière des patients. Et pour cela, pour y arriver, il faudrait que le système de santé mobilise un certain nombre de financements pour pouvoir donc mener à bien la prise en charge. Alors la question que nous nous posons est celle de savoir, après justement la recommandation de la Commission macroéconomique de santé en 2001, qui demandait à ce que les États financent à hauteur de 15% de leur budget national la santé, pourquoi est-ce que notre pays tarde toujours ou alors a des difficultés à atteindre cet objectif? Pour comprendre cela, il faut déjà d'abord savoir dans quel contexte nous sommes. Ça fait des décennies aujourd'hui, nous sommes autour d'une moyenne de 4,5 à 5% du budget national qui est consacré à la santé à travers le budget du ministère de la Santé. Alors, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons aussi bas? Tout simplement parce que les mécanismes ou alors la volonté politique n'est pas encore celle qui devrait mener à bien justement donc l'amélioration de ce financement. Nous avons encore beaucoup de goulots d'étranglement au niveau du circuit de gestion de ces financements, ce qui fait que le peu même que nous avons dans ce circuit-là, c'est-à-dire cette moyenne de 4,5%, a du mal justement à produire des résultats. Par ailleurs, l'augmentation peut effectivement avoir lieu, mais il faut avoir des mécanismes au niveau du gouvernement qui permettent donc justement de pouvoir consacrer davantage de l'argent à la santé et au système de santé camerounais. Nous pouvons prendre ici justement l'exemple de la réduction du train de vie de l'État. Nous avons vu dans le cadre de la loi de finances 2025 que plus de 5 000 milliards de francs CFA sont attribués au fonctionnement du gouvernement pendant que le ministère de la Santé, ou alors pendant que notre système de santé a besoin encore de souffle en termes de financement, nous pouvons réduire donc ce train de vie de l'État en réduisant le fonctionnement de notre gouvernement et en allouant donc ce montant-là au système de santé afin de pouvoir trouver des moyens de combler justement ces déficits qui peuvent survenir face à la réduction des subventions venues des États-Unis et des partenaires au développement. Donc aujourd'hui, la véritable réponse est la volonté politique qui manque encore dans le cadre justement donc de l'amélioration du financement de la santé
au Cameroun. Sur ce, je vous remercie de m'avoir une fois de plus écouté et à nous revoir la semaine prochaine pour un autre sujet. Voilà, merci Dr Albert Zé pour toutes ces informations dans votre chronique. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Tchekop. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés. Si ce n'est pas le cas, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Contactez-nous via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez plus qu'avec Tchekop, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème et avec d'autres invités. Restez en compagnie des programmes de Canadiens International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.